Si tout ceci est exact, il nous faut chacun des deux pointes suivantes pour évaluer les sentiments. La première pointe est celle que j'ai mise en avant en reprenant Smith, faire influer les gains et les coûts, compris au sens large. La seconde, nous pourrions la qualifier d'intuitionniste au sens large, entreprendre la recherche, imaginer des exemples, discuter ensemble et se confronter aux difficultés et aux inconséquences. Puis, voir directement quelles normes pour les sentiments nous font l'impression d'être vraisemblables. Nous ne pensons pas que nous puissions jeter un œil dans un domaine particulier de réalité normative, mais nous pouvons agir comme si nous pensions que c'était possible. Aucune des deux pointes ne se suffit à elle-même. La première est forcément suivie de la seconde et lui sert aussi de contrepoids. J'ai soutenu pour commencer que des pensées intuitionnistes au sens large mènent à des tests pragmatiques. La réflexion normative sur les sentiments doit avoir une longue portée. Telles qu'elles sont, nos pensées nous entraînent dans des difficultés insolubles, même si nous en tenons à des circonstances, familières. Les autres peuples ont des standards différents et nous ne disposons pas d'explications qui puissent nous dire rapidement pourquoi nous avons raison et eux ont tort, ou pourquoi nous avons les uns et les autres essentiellement raison pour la situation qui est la nôtre. Puisque nous pourrions être des sceptiques normatifs en ce qui concerne les sentiments, toute pensée concernant les normes pour les sentiments mènera bientôt à des pensées sur l'intérêt que pourrait posséder le fait d'avoir de telles normes. D'un autre côté, je dis à présent que des pensées sur l'intérêt des normes ne peuvent régler les choses que si elles mènent à des normes que nous jugeons crédibles. Une des choses qu'approuvent les considérations pragmatiques, c'est certaines de nos manières normales de penser et de discuter. Elles approuvent le fait de penser ensemble sur les sentiments qu'il est censé d'avoir sur diverses choses. Beaucoup de ces manières de penser sont presque socratiques. Poussons certaines de nos tendances discursives et la discussion commence à sembler vaguement intuitionniste. Il y a donc des gains à réaliser en adoptant ces manières de penser. Et nous mettre à penser implique que nous placions quelque confiance dans nos pouvoirs de jugement. Dans les choses que nous accepterons comme résultat de la réflexion, les considérations pragmatiques approuvent un contrôle intuitionniste au sens large. Bref, les pensées normativo-expressivistes sur l'évaluation des sentiments peuvent mener à un tableau qui devrait être assez familier. Le raffinement intuitionniste mène à une réflexion sur les gains et les pertes, et toute conclusion que nous pouvons tirer d'une réflexion sur les gains et les pertes doit être contrôlée selon des processus intuitionnistes au sens large. Réfléchir à l'éventail le plus large de situations, faire pression pour la clarté et la conséquence et voir ce que nous pouvons juger vraisemblable en prenant la vue la plus large des choses. Les deux pointes sont nécessaires, le raffinement intuitionniste au sens large et l'évaluation pragmatique. La cohérence normative. Tout en poussant grâce à ces deux pointes la recherche normative, nous ne devons pas permettre à ces pointes d'aller pointer dans n'importe quelle direction. Ce qui doit souder ces deux pointes ensemble, c'est la cohérence. Une recherche idéale réalise la cohérence, en tout cas c'est ce que nous postulons. La cohérence est loin de suffire à elle seule, bien sûr. Il y a trop de systèmes cohérents possibles, et certains sont horribles. Reste que la recherche idéale voudrait obtenir une cohérence idéale, ainsi que d'autres bonnes choses. Mais il nous faut demander pourquoi la cohérence devrait être importante dans le cas des normes. Bien sûr, je le répète, dans ce qui constitue notre équipement normatif figure la susceptibilité aux exigences de cohérence. Mais cette susceptibilité a des limites. Socrate essayait de pousser la cohérence jusqu'à l'extrême. La cohérence entière a-t-elle quelque chose de particulier, celle que les philosophes cherchent, le genre de cohérence qui n'a pas sa place dans notre vie normative au jour le jour. Bien sûr, le problème se pose pour les normes en général, pas seulement pour les normes pour les sentiments. Je vais donc d'abord laisser de côté les normes pour les sentiments et reprendre la question pour les normes qui lient l'action. Des exigences de cohérence rigoureuses peuvent avoir des suites de vaste portée. Arsani l'a montré de façon spectaculaire. À partir de quelques prémices éparses, il a fait dériver toute une théorie de la morale. Prises une par une, ces prémices semblent pressantes et inoffensives, mais il s'ensuit de ces prémices un utilitarisme en bonne et due forme. Il semble que si nous nous en tenons à la cohérence, nous pouvons être amenés à partir de prémices claires et évidentes à des conclusions dérangeantes. Avec des exigences extrêmes de cohérence, Socrate dévoya la jeunesse et donna à la mauvaise cause l'apparence d'être la meilleure. C'est en tout cas de quoi il fut accusé. Il faut examiner en détail les exigences de cohérence qui menacent de causer un désastre normatif. La dérivation d'Arsani fournit une occasion de mener un tel examen.
Comment peut-on évaluer plusieurs politiques possibles? Telle est la question d'Arsanaï. Nous pouvons regarder leur impact sur la vie des gens qu'elles affectent, mais toute politique a des résultats incertains. Alors nous devrions penser non à des impacts certains, mais aux perspectives qui s'ouvriraient pour chaque personne en cas d'adoption d'une politique. Un principe d'évaluation qui est convaincant, c'est le principe prospectif de Pareto. Supposez que nous nous trouvions placés face à un choix entre deux politiques, et qu'avec la politique A, les perspectives de tout le monde soient meilleures qu'avec la politique B. Alors, selon ce principe, la politique A est la meilleure d'un point de vue éthique. Arsani combine ce principe avec des conditions standards et également obligatoires sur la hiérarchisation rationnelle des perspectives, et il montre qu'il s'ensuit un type d'utilitarisme. Les politiques doivent être classées d'un point de vue éthique, être entièrement le total pondéré éventuellement des valeurs, des perspectives qu'elles offrent aux gens qu'elles affectent. Mais l'utilitarisme est bien connu pour présenter des conséquences qui heurtent de front des jugements que nous produisons en pleine confiance. Or, il y a des choses dont on peut dire qu'elles attaquent les postulats d'Arsani, et des choses dont on peut dire qu'elles attaquent l'affirmation que l'utilitarisme a ainsi des suites extravagantes. Mais si les postulats d'Arsani semblent vraiment pleins de force et si les suites de l'utilitarisme sont vraiment inacceptables, alors nous devons nous reconnaître comme inconséquents. Ainsi Parfit, 1984, qui offre une admirable série d'argumentations poussant les exigences de cohérence dans l'éthique et la théorie du choix rationnel jusqu'à des conclusions surprenantes. Je ne veux pas demander si c'est bien le cas, mais ce que nous devrions penser si c'est le cas. La situation en est parallèle. Pensez à la probabilité subjective. Nous pouvons accepter sa théorie comme étant normative. Elle élabore des normes pour l'opinion et pour la croyance partielle. Les débats sur les fondements de la probabilité subjective conçus sont un type de discussion normative, épistémologique dans ce cas. Or, dans une passionnante série d'expériences, Tversky et Kahneman semblent montrer que dans leur jugement de probabilité, les gens ne sont pas seulement incohérents de façon subtile, mais de façon criante. Pratiquement tout le monde tombera d'accord sur le fait que la probabilité de la conjonction A et B ne peut être supérieure à la probabilité d'un des termes conjoints A. Pourtant, si nous faisons en sorte que Linda ait l'air suffisamment intelligente et libérée, alors une écrasante majorité de sujets jugera qu'il est probable que Linda est une employée de banque qui est active dans le mouvement féministe, plutôt que Linda est une employée de banque. Encore une fois, il y a des débats à ce sujet, mais Tversky et Kahneman produisent des arguments convaincants. Ils suggèrent que c'est l'heuristique qui nous permet de juger de la probabilité. Des règles rapides qui sont généralement utiles, mais qui, en cas de pression, ne peuvent pas avoir de cohérence entre elles. Or, dans le cas de la théorie de la probabilité subjective, il y a peu de gens qui, y pensant, ont des doutes sérieux quant aux normes à accepter et aux normes à rejeter. On a mis au point des arguments au sujet des paris que l'on peut faire contre une personne qui parie en se basant sur des probabilités qui violent les axiomes standards. Des probabilités non orthodoxes nous amènent à attendre des fréquences erronées. Pour la plupart des théoriciens des probabilités, ces arguments semblent régler la question. De l'autre côté, l'éthique normative a été beaucoup plus coriace. Dans la mesure où il existe un consensus, il semble qu'il n'inclut aucune explication rendant compte de ce qui ne marche pas dans des argumentations comme celle d'Arsani. Ce n'est pas que nous manquions de critiques approfondies des axiomes d'Arsani, Gauthier et Griffin en 1986. Il reste que l'assurance avec laquelle l'on rejette les conclusions d'Arsani ne correspond pas du tout à l'assurance avec laquelle on accepte les critiques dont je viens de parler. Pour tout non-cognitiviste, tout cela soulève une difficulté majeure. Pourquoi une cohérence idéale devrait-elle importer dans les jugements normatifs? Les cognitivistes traditionnels rencontrent leurs propres difficultés, mais ils ont au moins quelque chose de marquant à dire sur la cohérence. Les jugements normatifs sont vrais ou faux, et si nos jugements normatifs sont incohérents, ils ne sauraient tous être vrais. Il se peut que nous ne nous soucions pas d'éviter de tomber dans le faux, mais si nous nous en soucions, il est impossible que nous en ayons atteint notre objectif, si nos jugements sont incohérents. Certaines des conceptions les plus récentes de la nature de l'éthique normative partagent elles aussi mes difficultés. Si l'objectif d'un théoricien est de rendre cohérents nos jugements normatifs bien pesés, il nous faut demander pourquoi il se donne cette peine. Rawls a parlé dans cette veine, 1971. Certains des auteurs les plus récents soutiennent que l'opposition putative entre jugement normatif et jugement descriptif est fondée sur une conception erronée de la nature de ce qui est censé être de parfaits exemples du langage descriptif. Les jugements ordinaires d'objets environnants, les jugements en sciences et les jugements psychologiques ordinaires. D'après eux, l'opposition est fondée sur un empirisme naïf, ou sur une théorie de la vérité par correspondance elle aussi naïve.
pour des argumentations qui suivent à peu près cette voie. Putnam, 1982, Putnam, Rorty, 1982, et Sturgeon, 85. Si ces arguments sont justes, il faudra alors réexaminer les explications habituelles et naïves de l'importance de la cohérence. J'ai donc de la compagnie dans ma difficulté, mais c'est toujours une difficulté. Nous pourrions essayer de dire que le concept même de vérité porte avec lui une condition nécessaire de cohérence. Mais dans ce cas, il nous faut une explication qui nous dise pourquoi la vérité conçue de façon à inclure cette condition nécessaire est tellement importante. J'ai parlé longuement plus haut d'objectivité normative et nous devrions bien comprendre ce que cela a à voir avec la cohérence. L'objectivité relève des manières dont un type de jugement imite certains paradigmes. Par exemple, des jugements ayant trait à la disposition des bouts de bois et des rochers dans notre environnement. Dans ma discussion de l'objectivité, j'ai simplement postulé la cohérence, car c'est sur un fond de cohérence que je pouvais dire le plus clairement ce que c'est que traiter nos jugements comme étant objectifs ou non. Mais une personne pourrait être parfaitement cohérente dans un ensemble de jugements qu'elle traite comme étant non objectifs. Inversement, il y a des aspects de l'objectivité que nous pouvons bien comprendre séparément d'une cohérence parfaite. Je suis sûr, le mot est faible, que nous ne devons pas nous amuser à torturer les gens. Il ne me faut pas beaucoup de cohérence pour penser que cela vaut quel que soit notre sentiment et nos convictions. Il ne faut pas beaucoup de cohérence pour penser que chacun devrait accepter ce jugement et pour penser que je suis autorisé à exiger que chacun l'accepte. Une objectivité supposée et une cohérence parfaite sont des traits qu'un ensemble de jugements peut avoir séparément. Alors pourquoi chercher la cohérence dans les questions normatives? D'après le type d'explication que j'ai donné, cette explication dit pourquoi il est dans notre nature de chercher la cohérence. Le faire est un élément du mécanisme par lequel la discussion normative peut mener au consensus. Le fait qu'une chose est dans notre nature ne revient pas à la prouver, car il y a aussi des choses effroyables dans notre nature. En particulier, une facilité à glisser dans l'hostilité de groupe et la ferveur à livrer bataille. Mais l'explication est bien dotée d'une sorte d'approbation pragmatique. Les biens qu'encourage un consensus normatif sont réels, et la capacité à réagir à des exigences de conséquence aide à encourager le consensus. En outre, avec le souci que nous avons de la conséquence, nous pouvons dire en partie pourquoi nous soucier de la conséquence par le seul fait d'exprimer cet aspect de notre nature. Nous pouvons soutenir que la cohérence est importante pour elle-même. En disant cela, nous exprimons une acceptation confiante des normes de cohérence. Acceptation confiante qui ne provient pas d'une autre chose que nous accepterions et qui perdure après la discussion normative. Enfin, nous pouvons utiliser la quête de la cohérence comme un aiguillon pour trier ce qui est important et pourquoi. Devant une incohérence, nous pouvons essayer de décider quelles sont les choses dont nous nous soucions pour elles-mêmes et quelles sont les choses dont nous nous soucions pour d'autres raisons qui pourraient trancher les conflits que nous découvrons. Ce type d'examen de notre vie peut être une partie de ce qui la rend digne d'être vécue. Mais passons à la partie pragmatique de l'explication que la sensibilité aux exigences de cohérence encourage le consensus. Comme d'autres explications de la valeur pragmatique que comporte le fait de nous soucier des choses que nous faisons, cette explication nous laissera hésitants. Même si elle est convaincante, l'explication ne produira pas de manière simple et directe la raison que nous avons pour nous soucier de cohérence. De surcroît, cette explication pose un problème particulier. Elle ne donne pas de statut particulier à la cohérence. Tout ce que nous dit l'explication est que la cohérence est simplement un bien instrumental en rivalité avec d'autres, et qui a parfois le dessous. En premier lieu, les biens issus du consensus ne sont pas les seuls biens qui méritent qu'on s'en soucie. Il est important de savoir de quel consensus il s'agit. Il ne vaudrait pas la peine d'avoir un consensus sur le fait que nous devrions, par exemple, consacrer nos vies à nous flageller les uns les autres. Le fait que nous estimions important de savoir à quel consensus nous arrivons fait partie du mécanisme de la discussion normative. De plus, même si le consensus était la seule chose importante, la sensibilité aux exigences de cohérence ne le ferait pas toujours avancer. Si certains sont particulièrement conséquents, cela pourrait les dissuader de conclure un consensus avec les autres. Des normes qui sont conjointement incohérentes peuvent avoir chacune un fort attrait naturel. Lorsque c'est le cas, il se peut que le consensus soit plus favorable par la discrétion quant aux inconséquences que par leur mise à jour accompagnée d'un effort pour les extirper. La valeur particulière. La cohérence normative a-t-elle donc quelque chose de particulier? Si c'est le cas, cette particularité ne se trouve pas de manière simple et directe dans les manières dont la sensibilité aux exigences de cohérence fait avancer le consensus. Sur cette base, nous pouvons nous réjouir d'être quelque peu sensibles aux exigences de cohérence, mais aussi peut-être de ne pas l'être davantage. La cohérence est-elle donc mauvaise d'une manière particulière? Personne ne pense que la cohérence est la seule chose importante, mais les cognitivistes au moins peuvent dire qu'elle est importante d'une manière particulière. L'incohérence garantit le caractère fallacieux.
Le non-cognitiviste peut-il dire quoi que ce soit de correspondant? Je pense que oui, et d'ailleurs ce qu'il peut dire est familier. L'incohérence nous expose à une auto-frustration d'un type familier. Prenez la procrastination. Je rejette aujourd'hui en faveur de demain, demain en faveur du jour d'après, jusqu'à avoir dépassé les délais de plusieurs mois. Je ne trouve pas ce retard de plusieurs mois acceptable. Si j'avais résolu ces préférences, j'aurais pu agir conformément à une politique avec laquelle j'aurais pu vivre. La parabole est grossière. Les théoriciens de la décision ont essayé de la raffiner de manière exacte, et les controverses qui ont accompagné leur travail ont été vives et éclairantes. Ramsey, 1931, Savage, 1954. Mais je veux continuer à traiter cette parabole de manière grossière pour essayer de formuler son rapport possible avec la vie normative. Accepter une norme représente des types d'engagement local. En premier lieu, les normes impliquent des tendances à l'action. Si je juge qu'il est censé de rejeter aujourd'hui pour demain, alors je tends en fait à rejeter aujourd'hui pour demain. En second lieu, les normes impliquent des tendances à raisonner et à discuter de certaines manières. Si je vous affirme qu'il est censé de rejeter aujourd'hui pour demain, alors je me trouve soumis à une forte pression dans le cours de la discussion normative pour accepter les choses que nous voyons tous comme sens suivant de cette idée. Sinon, c'est qu'au moins dans certaines mesures, je me suis retiré de la discussion normative. Ces deux types de tendances accompagnent de manière inévitable le fait d'accepter des normes. Et d'ailleurs, j'ai utilisé les deux pour discerner ce qui est censé être l'acceptation des normes, de normes. Ces aspects se combinent pour servir une fonction que nous pouvons approuver. Les problèmes apparaissent quand nous enchaînons ces engagements locaux. Il se peut que nous les enchaînions dans l'action comme dans la procrastination et que nous nous retrouvions avec des résultats déplorables. Il se peut que nous les enchaînions dans le raisonnement sous l'impulsion d'argumentations sophistiques et intéressées ou de façon plus innocente. Le résultat est que nous nous retrouvons soumis à des pressions pour accepter ce qui est clairement inacceptable. Or, ces deux types de chaînage sont différents. Les chaînes d'action apportent leurs résultats sans que nous le désirions. Après une procrastination désastreuse, je ne saurais rejeter un désastre. De l'autre côté, dans le cas d'une chaîne d'inférence, je puis accepter chaque chaînon et rejeter ensuite l'ensemble sans pudeur. Le problème est de savoir comment le faire sans se retirer complètement de la discussion normative, ou sans découvrir que je ne puis plus faire prendre mes affirmations au sérieux par les autres. Il y a place ici pour des tergiversations habiles. Mais il se peut que cette habileté soit au-dessus de nos forces. Il nous faut de la sensibilité locale si nous voulons le moins du monde nous lier les uns aux autres en entamant une discussion normative. Et l'incohérence globale montre que nous pouvons arriver à une incohérence locale. Si d'un autre côté nous obtenions une cohérence globale, nous aurions fait face au piège parsemant le chemin sur lequel peuvent nous entraîner les exigences locales de cohérence. Sans nous retirer de toute discussion normative, nous nous sommes rendus imperméables à la sophistique et à l'élan de la logique vers le fanatisme. Cette argumentation est pragmatique, mais elle est différente de l'argumentation pragmatique précédente. L'élément pragmatique est le suivant. Nous avons besoin des profits de la discussion normative. Pour recueillir ces profits, il faut deux choses. La tendance à être régie par ce que nous reconnaissons et la tendance à reconnaître d'autres choses en résultat de ce que nous reconnaissons, ce que j'ai appelé la sensibilité aux demandes de cohérence locale. Mais cela nous laisse exposés à un type de danger particulier. Les engagements locaux font passer par enchaînement à des engagements de plus vaste portée. Une certaine cohérence est une bonne chose, mais il ne s'en suivrait pas de là que la cohérence socratique extrême est encore mieux. Il me fallait encore soutenir qu'un peu de cohérence est dangereuse, et ce, de façon particulière. J'ai dit que cela peut nous mener à des séquences d'actions qui sont inacceptables conjointement et nous pouvons nous retrouver confrontés à un choix difficile. Soit suivre une chaîne d'inférences jusqu'à des conclusions inacceptables, soit nous retirer de la discussion normative. Alors, comment tout cela s'applique-t-il aux normes pour les sentiments? Nous raisonnons sur les sentiments qu'il est censé d'avoir. Je soutiens encore que ce raisonnement est important, et ce pas seulement du fait des intuitions qu'il nous procure. Les sentiments tendent à l'action selon des manières variées et complexes, et il est souvent important d'avoir des sentiments qui se mêlent. Des sentiments mêlés mènent à des actions mêlées. Or, pour les sentiments comme pour les actions, dès que nous raisonnons, cela signifie que nous avons accepté quelques exigences locales de cohérence. Encore une fois, la cohérence locale peut avoir des conséquences étendues. Bref, dans le cas des sentiments, il y a des raisons pragmatiques puissantes pour ne pas être sceptique, normatif. Et une fois que nous avons renoncé au scepticisme, nous adhérons de fait au raisonnement normatif. L'adhésion mitigée est une démarche incertaine et délicate. Reste que dans les cas des sentiments, la cohérence n'est pas toujours urgente. Son degré d'urgence dépendra en partie des normes que nous acceptons liant le sentiment à l'action, liant les choses qu'il est censé de ressentir aux choses qu'il est censé de faire.
Dans le cas d'un sentiment tel que la tristesse, il se pourrait que le lien soit faible. Une tristesse partagée assure des liens d'obligation, bien sûr, et l'on peut ressentir ces liens comme importants. Il se peut qu'ils mènent des manières particulières de se traiter les uns des autres. Reste qu'il n'est peut-être pas obligatoire de négocier de près des sentiments fraternels de tristesse. Nous pouvons vivre très bien en partageant nos peines sans raisonner délicatement sur les occasions où il est censé d'être triste. Mais il se peut que la culpabilité et la colère soient différentes. Il se pourrait que nous les liions beaucoup plus étroitement à l'action. Peut-être déciderons-nous que ce qu'il est censé de faire dépend, entre autres choses, des types de choses pour lesquelles il est censé d'être en colère contre les gens qui les font, et des types de choses pour lesquelles il est censé de se sentir coupable de les avoir faites. Dans le prochain chapitre, je pose brièvement la question de savoir s'il faut prendre une telle décision. Mais si nous faisons ce choix, la cohérence dans les normes pour ces sentiments moraux au sens étroit en reçoit une incitation particulière. J'ai dit dans le cas des normes pour l'action, aussi bien que dans le cas des normes pour les sentiments, comment les pressions en faveur de la cohérence locale faisaient partie de tout raisonnement et comment la cohérence locale pouvait avoir des conséquences à grande portée. Ce ne sont pas les seuls problèmes auxquels nous nous trouvons confrontés dans la vie, et les efforts pour une cohérence globale ne sont pas les seuls remèdes efficaces. La lutte pour la cohérence a son prix. Si l'incohérence a aussi son prix, il se peut qu'il soit mieux de la mitiger par des tergiversations, de l'incompréhension, de l'hypocrisie et du bon jugement inarticulé. Aussi bien dans le cas des normes pour l'action que dans le cas des normes pour les sentiments. L'incohérence est importante de façon particulière, mais cela ne justifie pas pour autant de chercher la cohérence à tout prix. Mais il se peut que cela justifie une division du travail. On voudra que certaines personnes fassent pression pour exiger la cohérence dans la discussion normative avec une rigueur spéciale. L'objectif du spécialiste ne doit pas être d'obtenir la cohérence aux dépens de tout le reste, mais de travailler particulièrement dur et efficacement pour voir jusqu'où l'on peut concilier une extrême cohérence et d'autres choses qui valent d'être désirées. Cela me semble constituer une large description de la philosophie. Quelques regards en arrière. Ce chapitre et le précédent servent de préface à quelques regards dirigés sur la recherche morale au sens étroit. La recherche morale développe des normes pour la culpabilité et la colère. Diverses choses affecteront les normes que nous jugerons vraisemblables pour ces deux sentiments. Parmi elles, il y aura d'autres sentiments, des sentiments avec un effort moral au sens large, tels que la bienfaisance, le respect, l'équité, le sens de la valeur, la révérence, l'inspiration. Dans toute lecture, sauf la plus étroite, ces sentiments comptent pour des sentiments moraux. Pour chacun d'eux, nous pouvons voir comment un être social évolué peut l'avoir ou avoir quelque chose d'approchant, et chaque sentiment comporte un type de raison d'être. Ces sentiments moraux au sens large contribueront à façonner nos normes d'action et les normes pour les sentiments moraux au sens étroit de culpabilité et de colère. Il en ira de même pour les besoins cruciaux et non moraux, en particulier pour le besoin que nous avons des protections que peut apporter la morale. Mais nos sentiments moraux au sens large n'en faut pas de guide unifié pour vivre. Il se peut que des sentiments différents nous entraînent dans des directions différentes et des cadrages différents peuvent enrôler dans les camps différents d'un débat, même un sentiment unique, d'un débat même d'un sentiment unique. Si je vois juste, telle est notre manière d'être, et c'est la donnée de notre problème normatif, avec pour commencer tout un assortiment de besoins cruciaux, de sentiments moraux au sens large et de perceptions normatives approximatives. Comment nous livrerons-nous à la recherche normative? Nous livrer à la recherche normative, c'est mettre au point des normes pour les sentiments moralement pertinents, et j'ai traité dans ce chapitre du problème d'une critique générale des sentiments. Nous percevons les gens et leurs actes à travers une foule de sentiments, et nous acceptons des fragments incohérents de normes pour ces sentiments. Les normes pour les sentiments sont cruciales pour la vie de l'homme, c'est ce que je ne cesse de souligner. Toutefois, même si nous acceptons tout cela, nous pourrions nous trouver facilement dans l'impossibilité de décider de normes pour les sentiments. J'ai affirmé que nous ne manquions pas de voix pour commencer. Pour les philosophes, ces voix sont familières. Leur rivalité est d'ailleurs familière. Une de ces voix ressemble beaucoup à l'utilitarisme, l'autre ressemble beaucoup à l'intuitionnisme. Ce que je prétends, c'est que le normativo-expressivisme donne sens à ces deux voies si familières. Une fois que nous avons commencé à penser et à discuter normativement, nous avons déjà adhéré aux exigences de cohérence, au moins de manière locale. Alors savoir où s'arrêter n'est pas si facile. Si nous pouvons la combiner avec d'autres vertus d'inquisition, la cohérence extrême et globale nous permet de voir où pourraient mener les exigences locales. Dans le cas des sentiments, cela est important si nous lions étroitement l'action au sentiment, si nous lions ce qu'il est censé de faire aux façons dont il est censé de ressentir les choses que font les gens. Voilà justement ce que fait un moralisme étroit, et il nous faut demander si c'est légitime.
Dans le paragraphe suivant, j'examine les sentiments moraux au sens étroit et je les examine de manière pragmatique. Je m'occupe de la culpabilité, de la colère et de leur lien à l'action. Dans le dernier paragraphe, j'examinerai la théorie morale en général, comment nous y livrer et les perspectives possibles. 16. Question de structure. Dans tout ce livre, j'ai fait une lecture étroite de la morale. J'ai proposé que nous pouvions la délimiter par son lien avec des sentiments moraux, au sens étroit du terme, la culpabilité et le ressentiment. Dans cette lecture étroite, la morale s'occupe des types d'actes pour lesquels une personne est ou peut être blâmée. Une personne est blâmée et blâmable pour un acte qu'il est censé pour d'autres d'être en colère contre elle, du point de vue, ai-je ajouté, d'un engagement entier et impartial. Et s'il est censé pour la personne elle-même de se sentir coupable de ce qu'elle a fait. Des actes moralement mauvais ne sont pas toujours des actes pour lesquels une personne est blâmable. Il peut y avoir des excuses. Reste qu'il existe un lien solide entre les deux. En gros, des actes mauvais sont des actes pour lesquels une personne serait blâmable si elle les choisissait dans un état d'esprit normal.